Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter des travaux que j'ai co-initiés. Le micro, je vais le mettre sur le ouais. Est-ce que ça taire? Ça faisait du bruit? On va voir si ça... Fait que, c'est ça, je vais présenter des travaux que j'ai pas initiés. Vous allez comprendre pourquoi. Le principal personne qui a travaillé dessus, c'est un étudiant qui s'appelle Zian Shen, qui était en post-doctorat. Puis j'avais un collègue, Christian Laroche, et surtout, à l'origine, c'est Jacinthe Pouliot, ceux qui la connaissent, qui était professeur au département des sciences géomatiques pendant plusieurs années, puis membre du centre de recherche, qui a initié le projet. Elle est partie en retraite à la fin de l'année dernière, mais elle avait initié le projet avec la compagnie GPLC, qui est une firme d'arpenteurs géomètres. Donc ça a été fait autour d'un projet MITAX de 9 mois, et ce que je vais vous présenter, ça s'appelle le projet vertical. Vous allez comprendre pourquoi, c'est assez simple. Là, le projet vertical, c'est vraiment en lien avec le cadastre vertical. Donc, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent ça, déjà vu ça. J'en produirai pas, vous en verrez pas. L'idée est vraiment de contribuer au cadastre vertical. Par contre, on part d'autre part. On part de données LIDAR. C'est des données qui ont été captées par GPLC. Eux, ils voulaient qu'eux, ils arrivent finalement à produire du cadastre vertical, mais en partant de données LIDAR. Donc là, vous avez une belle image générée automatiquement par copilote. Vous voyez que ça se fait, c'est très bon. On voit qu'ils savent écrire Navis, il n'y a pas de problème. On sait que c'est de l'intelligence artificielle. Là, c'est ChatGPT qui l'a fait. Vous voyez, ils sont quand même bons. Hein. C'est une seule requête là, donc on voit qu'il y a une image. Ils veulent leur... J'ai demandé 2 images différentes. Là, vous voyez que, premier coup, je voulais des données LIDAR qui représentent quelqu'un qui se promène. Puis là, je veux vraiment des données volumiques, plus volumiques, des mèches ou des maillages, comme vous voulez. C'est ça qu'ils veulent obtenir au niveau de GPLC, c'est de pouvoir produire ça à partir de leurs données. Pour pouvoir les travailler, puis répondre à leurs besoins de produire au final un cadastre vertical. Donc eux, ils utilisent AutoCAD. Donc la méthode manuelle, ils vont travailler avec AutoCAD, puis ils font beaucoup de manuels, donc ça prend quand même un certain nombre de temps, puis au bout d'un moment, ça reste un casse-tête. Il faut prendre des décisions tout le temps, puis ils perdent beaucoup de temps, ils considèrent perdre beaucoup de temps avec ça. Donc eux, ils ont commencé, avec nous, là, ils ont commencé à regarder s'il existait d'autres manières de le faire, de manière plus automatique. Donc on a testé notamment Briscad, qui est, c'est pas nouveau, mais c'est un concurrent, on va dire, d'AutoCAD. Puis qu'est-ce qu'on était capable de faire à partir de données LIDAR pour produire des modèles. On a fait quelques tests, puis au final on s'est rendu compte que les résultats sont pas top. Vous le voyez là, d'un côté on a un modèle 3D qui a été acquis par GPLC, puis de l'autre bord c'est le modèle qui a été produit. On voit beaucoup d'imperfections, donc c'est pas très exploitable. Donc l'objectif du projet en tant que test est vraiment de concevoir et développer une procédure automatisée de création de modèles 3D de propriétés d'immeubles verticaux. Bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails associés à ça. Là. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout n'est pas automatisé, c'est du semi-automatisé. Des raisons temporelles, des raisons aussi que la solution Briscad que je vous ai montrée est apparue dans le décor en cours de route, puis ils voulaient vraiment qu'on utilise Briscad, donc on a dû s'adapter à cette solution-là aussi. L'autre élément qui est important, on devait respecter des exigences d'arpenteur géomètre. Donc ces exigences-là se ressortent en fonction des différents critères qui sont marqués là, donc c'est pas exhaustif, mais ça donne un certain nombre d'informations en fonction de ce qu'ils voulaient. Donc là, ils voulaient la verticalité des murs, donc pouvoir valider ça. La précision des coins, la régularité des limites, la présence de murs internes, précision de fermeture de l'empreinte au sol, l'empreinte des planchers en 2D, les différentes hauteurs dans le plafond, la cohérence entre le plafond et la réalité, s'il y a des pentes, s'il y a des décrochages, s'il y a des trous, etc., les fenêtres, les détections de colonnes. Et ils avaient aussi comme cible une précision de 2 cm. Donc pour arriver à tout ça, là, nous, pour pouvoir faire tout ça, on a fait d'abord une revue de littérature, puisqu'on est à l'Université Laval, donc on est quand même dans le milieu c'était un peu un projet de recherche, donc on a fait une petite recherche là-dessus. On a vu des différentes techniques en extérieur, je n'entrerai pas du tout dans les détails, là. Je vais passer assez vite là.
comme je vous l'ai expliqué, c'est pour moi qui l'ai fait. Je suis un peu plus un porte-parole, on va dire. Là, j'ai géré la moitié du projet, mais c'était fait avant que je commence. Donc on a regardé ce qui se faisait à l'extérieur, on a regardé ce qui se faisait à l'intérieur aussi, donc des modélisations avec différentes techniques là, au niveau de la littérature. Puis au final, on s'est arrêté sur une approche basée sur Polyfit. Polyfit, là, le principe, vous le voyez, là, c'est assez simple. On a les données LIDAR, on fait une détection de plan à partir des données LIDAR, on produit des quantités des faces candidates, donc un certain nombre de faces qui sont croisées, et la segmentation qui est faite entre ces différentes plans ou faces va nous permettre de faire une sélection et de produire un résultat. Donc on voit au final que l'église qui est à gauche nous produit un résultat sensiblement ressemblant quand même à l'église de gauche. Donc c'est là-dessus qu'on est parti. C'est sur cette idée-là et c'est ça qu'on a essayé de reproduire. Alors comme je vous l'ai dit, tout n'est pas automatisé. Donc on a une procédure générale, verticale, qui est, je vais vous expliquer étape par étape. Puis le point de départ, on devait partir, puis se gagner du temps, parce qu'on avait que 9 mois, on avait une personne, c'était un étudiant au postdoctorat qui travaillait dessus. Nous, on est plus des donneurs d'ordre ou des gestionnaires, hein, donc on disait d'aller dans certains sens, mais en postdoc, ils sont capables de prendre des décisions aussi. Fait on devait partir de briscade, puis on ne connaissait pas. Personne dans l'équipe le connaissait, donc on a dû faire des tests, puis ok, on a dit go, à un moment donné, on part. Donc, on avait des fichiers qui avaient été produits par GPLC, on les a récupérés, on les a intégrés dans Briscade, on a fait de la détection de plancher. On a fait des tests entre des données LIDAR nettoyées et pas nettoyées. C'est sûr que c'est toujours mieux quand c'est nettoyé, parce que sinon on a tellement de bruit qu'on détecte des choses ou on ne détecte pas certaines choses. Dans les différents lots qu'on a, lots pas lots, mais c'est des lots, mais différents appartements pièces qu'on a testées. Donc on a fait la détection de pièces également pour pouvoir séparer. C'est un choix qu'on a fait à un moment donné, plutôt que de faire tout un condo en entier avec 11 pièces par exemple. On s'est dit on les fait une à une, juste pour des questions de performance et puis aussi de facilité de traitement. On a fait de la classification via l'outil Briscade, donc qui nous permettait de faire une classification. Et on a exporté, donc on récupérait un fichier .pts avec les différentes classes sélectionnées. Donc c'était, on pouvait avoir aussi bien les murs, les portes, les fenêtres, le plancher. Donc tout ça là, ça se faisait, Briscade le fait. Puis il fait bien. On a réussi à vraiment à partir des données là, il nous a produit des données qui étaient intéressantes. C'est là qu'on embarque avec l'autre procédure, ce que je vous ai montré, la méthode Polyfit. Donc il y a une première partie qui est du paramétrage. On doit définir des paramètres. Là, on les voit là sur la droite. Je ne rentrerai pas du tout dans le détail de ces éléments-là, même si on les voit plein de fois après. Là. On a en gros deux groupes de méthodes. La première qui était pour pouvoir détecter les plans, c'est RANSAC, là, R-A-N-S-A-C. C'est cette méthode-là avec des paramètres. On avait 5 paramètres, on jouait surtout sur 3. Un exemple, pour en donner un, là, le minimum points, là c'est le minimum de points pour pouvoir faire une détection de plan. Donc si on a 1000 points pour pouvoir faire une détection de plan, ou si on a 200 points, on s'entend que la précision n'est pas la même, donc on va avoir des choses beaucoup plus précises, si on dit qu'on en veut 200, que si on dit ben, j'en veux au minimum 1000. Dépendamment aussi des données LIDAR qu'on a. La deuxième partie, donc le Mesh Construction Parameter, donc ça c'était pour reconstruire le mesh, donc les phases candidates et puis la sélection. Là on avait également 3 paramètres qui n'avaient pas au final un gros impact dans ce qu'on a fait. Donc là on démarrait, on a le données LIDAR, on fait une détection de plans, donc ce que vous voyez, différentes couleurs, c'est des plans qui ont été détectés par la méthode RANSAC via des paramétrages qu'on a donnés. C'est un exemple, il y en a plein, c'est pas le seul. Il y a un raffinage qui est fait au niveau des plans pour essayer d'harmoniser un petit peu tout ça parce qu'on avait différentes, on le voyait un petit peu sur le précédent, là il y avait du rouge qui était en haut là, c'était un peu bizarre à ce moment-là, donc il y a des techniques qui permettaient de le raffiner. Ensuite, on fait de la génération de faces candidates, donc là on voit un certain nombre de faces, c'est des plans tout simplement, qui sont proposés. Ensuite, on construit le maillage, donc il y a une sélection de faces via les intersections qui sont faites et qui nous permettent de construire un maillage.
Et la dernière étape, puis que ça rend bizarre, mais c'est pas grave, on dirait qu'il manque des éléments, mais c'est une optimisation du maillage, c'est-à-dire qu'il y avait certaines choses qui étaient un peu bizarres une fois que le maillage était créé, donc on a dû l'optimiser, donc il y avait un certain nombre de méthodes qu'on a mises en place et qui ont permis, par exemple, de fusionner des phases qui étaient coplanaires, de supprimer des sommets intermédiaires sur les arêtes pour le rendre beaucoup plus propre et plus utilisable au final dans l'application. Donc on voit un exemple avec le maillage original en haut à droite et en dessous on voit un qui est optimisé. Tout ça, ça a été, c'est la procédure qui est, on va dire, automatisée. Je mets des guillemets là parce qu'il y a quand même des paramètres à rentrer au départ, que c'est pas automatisé, et puis qui nous permet de générer un maillage, voire plus de maillage que un. Ça a été développé avec une bibliothèque géométrique, ça s'appelle Sigal. Il y a des systèmes d'optimisation qui sont utilisés, Gurobi ou SCIP. Ça, c'est pour des questions de calcul mathématique en arrière de tout ça, pour accélérer les processus. Il y en a un qui est cher, il y en a un qui est gratuit, il y en a un qui va plus vite, c'est le cher. Celui qui est gratuit, il va moins vite. Bon, en tout cas, c'est le kangourou qui va moins vite, mais il est gratuit. Donc, ça a toujours une question de point de vue. Il y a une interface qui a été produite également par l'étudiant. L'outil qui a été utilisé, c'est Three.js, Flask comme service web en arrière. C'est un service web. Pour la petite histoire, et il est arrivé du jour au lendemain, nous produisons une interface comme ça. Il a demandé à ChatGPT, produis-moi une interface, puis il a créé ça. En tout cas, on était assez mort de rire en voyant ça, parce que c'était pas forcément demandé. Puis on a trouvé, regarde, garde-le, puis on va continuer, puis on va jouer avec ça. Au final, le besoin qu'avait GPLC, c'était de pouvoir le récupérer puis de pouvoir retravailler avec. Donc, pas forcément le solidifier, mais ça faisait partie des besoins aussi quand même exprimés. Donc on pouvait leur solidifier, mais dans le briscade. Il ne faut pas oublier que ces arpenteurs géomètres, leur besoin est aussi de pouvoir me jouer dans le mesh, dans la modélisation 3D produite, pour pouvoir l'adapter le plus possible et revalider tous les éléments pour être sûr que ça répond aux attentes des attentes cadastrales. Donc on a fait différents tests, ce n'est pas l'ensemble des tests que je vais présenter, là je vais juste en montrer quelques-uns avec des données d'origine. Donc vous pouvez voir le F2C1 là, qui est le condo qui est en bas à gauche avec 11 pièces, donc 6 pièces, 4 garde-robes, un corridor, il y a 5000 points, ça fait 15 mètres par 12 mètres par 3 mètres de haut. Puis il y a une pièce seule, le bedroom, la 301, où 663 000 points, 5 par 5 à peu près en taille. Vous voyez que les qualités sont, on ne voit pas sur celui qui est du haut, mais on voit que la qualité n'est pas optimale. Je vais le préciser tout de suite. En faisant les tests avec eux, ils ont pu voir aussi que quand ils scannent, il y a des endroits qui ne scannent pas très bien. Ça amène un problème quand on veut produire le modèle 3D, parce que si tu ne passes pas dans le garde-robe, le garde-robe va peut-être avoir des choses très bizarres parce que tu n'es pas passé comme il faut avec ton avis. Je passe à côté, ça ne marche pas, il me manque de la donnée. Donc ça a amené certains problèmes dans l'interprétation. On l'a fait, mais on sait qu'au final, ça donne des problèmes dans ce qu'on obtenait comme résultat. Après, on a les paramétrages, donc c'est ce que j'ai présenté, que je ne suis pas rentré dans les détails, mais en gros, on a fait des combinaisons de paramétrage qui, l'idée, c'était de pouvoir les croiser ensemble. Donc là, l'aspect Ransac versus l'aspect création des phases candidates. Et on a obtenu des résultats. Donc, vous voyez, avec ça, on a 35 combinaisons de paramètres. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un modèle, on ne prend pas une donnée LIDAR, puis on produit un modèle. On prend un modèle, puis on produit 35 nouveaux modèles à côté. Il y a une raison très simple, je vais arriver dessus plus tard, mais c'était vraiment l'outil pour pouvoir nous aider à avoir différentes possibilités. Donc, un exemple de modèle généré qui était viable. Là, je montre des modèles viables, je ne montre pas que les modèles qui sont pas viables. Là. Donc celui-là, c'était un modèle viable. Donc c'était basé sur 400 points. Il y avait un certain nombre de paramètres aussi, là, comme je l'ai précisé rapidement tantôt. Ici, c'était intéressant avec ce modèle-là, c'est que l'arpenteur géomètre, un des arpenteurs qui était autour de la table, parce qu'on travaillait toutes les semaines avec eux, il avait trouvé intéressant là, le petit chèque qu'on voit un peu au milieu. Là. Il dit ça, c'est intéressant qu'on le voit apparaître, parce qu'on ne le voyait pas apparaître avant. Ça, c'est une colonne
dit oh, vous l'avez détecté, alors qu'avant elle ne détectait pas. Il y en a une autre un peu plus sur la droite, c'est pareil, c'était 2 colonnes qui sont apparues, alors que dans différents modèles qu'on avait testés, ça apparaissait pas. Donc il y avait vraiment un besoin de précision puis d'informations à avoir. Dans celui-là, en plus, il y avait de la difficulté avec des murs intérieurs dont les scans posaient des problèmes. Donc là, on voit, c'est pas le même modèle, là, mais en vert, c'est le modèle qui a été produit par un arpenteur géomètre. Puis on s'est basé sur un modèle qu'on a produit, puis on l'a mis l'un sur l'autre. Donc on voit que ça correspondait quand même sensiblement pareil. Là où ça posait plus des problèmes, c'est les fenêtres. Parce que quand on scannait, quand ils avaient scanné, c'était plus difficile à reproduire au niveau 3D. Donc il y en a que ça fonctionnait, suivant les tests qu'on faisait, d'autres ça fonctionnait moins. Sur une pièce seulement, là on va le voir un peu plus, là, je n'ose pas utiliser la souris. Ça marche, j'ai peur, il n'y a pas de souris. Le trackpad il ne fonctionne pas trop. Est-ce qu'il y a deux écrans? Ouais. Des risques et périls. Ouais, c'est ça, c'est que si ça s'arrête, là, on voit qu'il y a des fenêtres ici, deux à gauche et deux devant. Là, ça apparaît pas. Là, il y en a quelques-unes qui apparaissent bizarrement, etc. Donc, ça faisait partie des éléments qu'on pouvait valider là, un peu plus loin, vous allez voir. Donc, on en génère plein, puis on fait pareil pour d'autres modèles. Donc là, c'est un exemple. Un deuxième exemple, on a le meilleur visuellement qu'on avait obtenu, qui est le deuxième, là, j'ai où la souris, là. Celui-là, visuellement, là, par rapport au modèle qui est là, il fitait, et le modèle surtout de l'arpenteur, là, il fitait presque numéro 1. Je dis presque parce que c'était pas forcément le meilleur. Donc là, on le voit d'ailleurs, l'un par-dessus l'autre, là, c'était quasiment le même, puis c'est un fait par l'ordinateur, puis l'autre fait par un arpenteur. Puis après, il y avait la question du temps. On n'a pas essayé d'optimiser pour que ça soit hyper rapide, là, c'est juste les temps qu'on obtenait. Donc là, on obtenait une moyenne, donc le plus complexe, là, le F2C1R1, c'était à peu près 4 minutes, en maximum 2 minutes, donc pour produire une série de modèles, pas juste un, c'était d'en produire, dans ce cas-là, c'était en produire 5 modèles, puis ainsi de suite. Donc ça ne prend pas une demi-journée. Alors que ça aurait pu prendre, je sais que dans certains cas, des modèles qu'ils ont générés, là c'était fait manuellement, ça prenait une demi-journée à le faire. Là ça prend 5 minutes, puis c'est réglé. Là. On a le modèle qui est là. On a des modèles. Je ne dis pas on en a plusieurs. Il y a quand même des choix qui peuvent être faits à partir de là. Juste partir, une petite démo. Donc là c'est la démo de l'interface web, donc, faite par l'étudiant. Je dis, c'est pas, je sais qu'il y a des experts UX. C'est pas forcément ça. Donc on voit les points, quand on a chargé les points, on les voit. À partir de ce moment-là, on va aller jouer sur un certain nombre de paramètres. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails là, mais on peut jouer, les modifier, on peut faire pas mal de choses. Donc on a par défaut, et puis au final, on le lance, on voit ce que ça se lance. Là, je vais juste l'accélérer pour pas que ça dure. Ça dure 30 secondes, le temps de générer ici 5 modèles. C'est à peu près par là. Avec un peu de chance, ça va être là. À moins qu'il est en pause. Non. Voilà, ils sont générés. Donc on voit les modèles qui sont apparus sur le côté. Donc on peut les visualiser. L'interface permet de les voir tout de suite. Là, puis on a des optimisés, des non optimisés. Puis on voit des informations avec les paramètres que je mentionnais. Donc là, on était sur du 1000 points, minimum points, non minimum de points, et 7, ça correspondait au deuxième système de paramétrage, etc. Donc ça, c'est un modèle du CASO. Pour ceux qui ont déjà été au CASO, c'est une des salles informatiques de nos laboratoires. Puis au final, on pouvait, pas automatiser, mais lancer en gros un script qui nous permettait de se connecter avec Riscad et à ce moment-là faire de la solidification ou juste charger le modèle, puis on le lançait, puis c'était disponible dans Riscad. Je vais avoir moins de temps. Il y a des chances. Rendu là, on a fait différents tests, on a l'interface.
Après, on voulait le valider, parce que c'est bien beau de dire ouais, ça correspond à peu près. Donc là, on a essayé de le valider avec des modèles que je vous ai présentés. Donc ici, on avait considéré une pièce simple, une pièce modérée, une pièce complexe, basée sur certains critères. Donc là, encore une fois, c'est avec les arpenteurs autour de la table, qui étaient de GPLC. On a défini un certain nombre de critères. Donc on retrouve les exigences de l'arpenteur qui réapparaissent là, puis avec des poids. Pour eux, il y avait des éléments qui étaient plus importants que d'autres. Donc on voit l'empreinte de la pièce était importante. On voyait que les niveaux des hauteurs de plafond, les formes complexes du plafond aussi étaient importantes. Un peu moins pour les ouvertures et détection de colonnes. Bon, détection de colonnes, on ne l'a pas forcément faite adéquatement. Là. Et puis, il y a une interprétation, donc, évaluation qualitative. Donc visuellement, est-ce qu'on répond à ces critères-là? Ça nous a permis d'obtenir, on va dire, des scores pour chaque combinaison de paramètres qu'on a pu faire. L'idée était vraiment de valider est-ce qu'on répond avec un bon score ou pas pour chaque modèle généré, suivant les 35 paramétrages que je vous ai mentionnés tout à l'heure, et les modèles qu'on a vus. Et puis, une fois ça fait, on a conservé ce qui était acceptable et bon pour aller faire, là, une évaluation plus quantitative avec des indicateurs, donc avec des mesures. Pour savoir si l'air de la surface, le volume, si la hauteur de plafond, etc., là, correspondent à ce que GPLC avait fait manuellement. Juste pour être sûr, pour s'assurer, ok, est-ce qu'on est loin ou ouais, c'est beau, mais en gros, il manque 25 cm d'un bord, en tout cas. Donc on a fait le test, puis on le voit sur un exemple, donc c'est sûr, j'ai pas pris celui qui était le plus poche, mais en même temps, on avait sélectionné les meilleurs. Donc on voit comme en l'air de la surface, on est à 0,12 mètres carrés de différence entre les deux. Etc. Là, on voit qu'il y a très peu de différence au final entre les deux modèles. Un fait à la main, un généré automatiquement. On l'a appliqué donc, sur plusieurs qu'on avait sélectionnés lors de la phase d'évaluation qualitative. Puis au final, donc là, c'est les différences qui sont affichées. On a vu que on avait la majorité du temps au-dessus de 97% de correspondance. Il y a juste certains cas, c'est qu'on avait des fenêtres que ça pouvait poser problème ou des niveaux de plancher. Là, ça venait descendre, puis s'il y avait 4 fenêtres, puis on en détecte une, ben, on a fait des trucs de règles mathématiques bêtes, là, ça faisait 25% au lieu d'avoir 100%. Donc c'est sûr, ça venait descendre les résultats. Mais ça nous a permis au final de se faire un premier constat que lorsqu'on a une pièce simple, on avait 6 groupes Ransac qui étaient bons, 97% de précision. La meilleure qui ressortait, c'est celle qui est avec le 4105. Ça vous dit rien, mais en tout cas, c'est 4105. Entre les deux, celui-là. Il y avait une pièce modérée, pareil, 4105 qui ressortait. Et la plus complexe, on avait le 4105 qui ressortait aussi, puis un autre modèle. Donc au final, on s'est dit, bah, dans les meilleurs résultats qu'on avait obtenus, là, le 4105 était un qui correspondait à peu près qui répondait à tous les types de pièces qu'on a testées. Ça veut dire quoi? Minimum de 400 points, 1 cm de distance maximum entre le point et les surfaces générées, donc les points LIDAR, et un écart maximal entre les vecteurs normaux d'un point et celui de la forme de 0,5. Mais ça reste des paramètres qui sont bons que pour nos tests. On l'a fait là. Est-ce qu'on va le faire avec d'autres modèles qui viennent de d'autres endroits, avec d'autres données LIDAR? Est-ce que ça va donner la même chose? Il faut qu'on teste. Puis c'était juste un prémisse. Ça a duré 9 mois, puis on n'a pas pu tester tout ce qu'on voulait. Donc on n'est pas arrivé à dire ok, c'est tout le temps 41,05. Ça, on est loin de pouvoir le dire. Donc au final, on a créé une procédure verticale semi-automatisée de génération de solides 3D à partir de données LIDAR d'intérieur. On a conçu et implémenté un prototype P2M qui permet d'automatiser la production de maillage à partir de données LIDAR classées. On a défini une interface web. On a validé via des évaluations qualitatives et quantitatives que ça avait du sens ce qu'on produisait. Puis on a respecté les exigences de qualité des arpenteurs Javel. GPLC était très content de voir ce qu'on avait fait au fur et à mesure du projet. C'était même surpris qu'on puisse le faire aussi facilement finalement par rapport à ce qu'eux faisaient. Mais il y a des perspectives et évidemment d'autres travaux qui pourraient être faits. Automatiser l'ensemble de A à Z, apprivoiser les modélisations d'escaliers de colonnes. On l'a testé un petit peu, mais on
a été un petit peu, je m'excuse, bête. On s'est dit, tiens, on va prendre le caso, on a des beaux escaliers au caso. Voilà, c'est peut-être un peu complexe pour pouvoir modéliser des escaliers au caso. Donc on a dit non, finalement on met ça de côté. Bon, les colonnes, il y avait certains, vu que c'est circulaire, là, ça peut amener certains problèmes aussi. L'autosélection, suggestion, paramètres, parce que le paramètre, c'est nous qui le mettons manuellement. C'est sûr qu'il y a un enjeu à cet endroit-là. Intégration d'informations sémantiques, ça c'était une autre étape qu'on avait éventuellement dans notre tâche. Modéliser des composants BIM, parce que c'était un de leurs objectifs aussi, c'est pouvoir aller vers le BIM. Et puis aller vers du cadastre 3D, parce qu'au final, je vous rappelle, c'est pour faire du cadastre vertical. Donc on fait des beaux modèles 3D, puis on écrase tout pour faire du 2D. Je vous remercie, j'en dirai pas plus. Parfait, on a un bon 5 minutes des questions. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez soit lever, vous nommer ou venir à l'avant. Allez-y. Dans le 25, une composante de l'agenda aléatoire, les bons paramètres que vous avez identifiés, si on démarrait, je sais pas, 10 réalisations de polyfiltre et tout ça, Ouais. est-ce que vous arriviez relativement au même résultat ou il y avait une grande variabilité quand même? C'est un peu accidentel que ces paramètres-là donnaient le bon résultat? Non, à chaque fois qu'on mettait les mêmes paramètres, ça donnait toujours les mêmes résultats. C'est vraiment quand on change les paramètres, évidemment que ça a un impact directement. Là, si on mettait du 200 pour le premier paramètre, puis l'autre on mettait 2000, ça faisait des choses complètement aberrantes parce qu'il n'était pas capable de pouvoir produire directement. Ça lui prenait 2000 points, donc on s'entend qu'on est dans un petit mur, il n'y a pas de 2000 points, donc il ne peut pas le générer, il ne peut pas le détecter. Puis ça, on avait eu le problème justement avec les plafonds. Là. Il y avait des 5 cm d'écart de niveau dans les plafonds. Puis quand on était dans des gros chiffres, ça ne marchait pas. Là. Donc c'est pour ça ça arrive sur du 400, voire du 200 comme bon résultat. Mais dès qu'on le mettait, à chaque fois, ça produisait tout le temps les mêmes résultats, même s'il y a une partie qui est aléatoire, effectivement. Là. Puis il y a des paramètres qu'on ne touchait pas du tout, qu'on a laissés. Là, ça faisait absolument rien. On le changeait, là, puis visuellement, aucune différence. Surtout dans le polyfit, la deuxième partie là, de sélection de phase candidate, la production. Il n'y a pas gros de variables de jeu. Ce qui est intéressant, toute la partie validation que vous avez faite peut se récupérer, peu importe un peu la méthode de modélisation derrière, polyfit ou non, pour les mesures avec la fusion des points ou ces trucs-là. Ouais. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a. Ça a été fait manuellement, par contre. Oui, c'est la conférence, ça fait la dataset. Mais si vous changez, vous prenez une méthode plus. Ça date quand même de 2017, polyfit. Ouais. S'il y avait quelque chose de plus récent, cette partie-là serait réutilisable pour valider La partie de validation est toujours bonne de toute façon, parce que le principe resterait le même. Donc c'est la modélisation puis la production d'un modèle, puis après on fait les mesures pour le quantitatif ou le qualitatif. On voit si visuellement le modèle produit par l'arpenteur et le modèle généré correspondent. La misère avec le micro. Par contre, pour les méthodes, elles datent de 2017, mais on a regardé toutes les méthodes. On a regardé plein des récentes et tout. C'est celle qui correspondait le plus à ce qu'on pouvait faire aussi dans le temps imparti, là, puis avec les données qu'on avait, puis avec l'expertise qu'on avait autour de la table. Puis ça a quand même donné des bons résultats. Vas-y. J'ai une question au sujet de l'utilisation de RAMSAC. A priori, ça donne des OBJ en se basant sur des sélections qui contiennent des surfaces. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez une perspective pour générer des OBJ d'objets quelconques Non, on est resté sur ça. On génère des OBJ, c'est ça qui est utilisé aussi. Là, on pouvait générer, on les a vus, là, c'était des OBJ qui étaient produits via les mèches, donc le RAMSAC plus la chaîne de traitement, en partant de points. Mais on est resté que là-dessus. On a essayé de faire des tests plus de façade à un moment donné, mais on nous a dit de leur prioriser surtout l'intérieur des bâtiments plutôt que de partir sur les façades. Puis celle qu'on avait n'était pas forcément la plus facile à faire. Donc on ne l'a pas testé sur d'autres objets. À la base, la méthode polyfit, là, je vous ai montré une église, là, mais ils font des lapins, ils font des chaises, ils font un peu de tout. C'est pas dédié à faire du bâtiment intérieur comme extérieur. C'est surtout extérieur quand je voyais les exemples qui sont fournis par Polyfit. Puis après, c'est des objets. Donc ça fonctionne sur plein de choses. C'était un test intérieur qu'on nous on a fait.
Excellent. Ben, merci. Pour ceux qui veulent en savoir plus, comptez-vous publier un article de votre projet? Il y a un article qui est en cours qui devrait sortir dans les prochains jours. Parfait. Ben, merci. Merci.